Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, en collaboration avec ESSEC et BAB, dans le cadre du Cergy Street Festival de 2024. Ce débat est organisé avec le concours des cabinets d'audit et de conseil Mazars et Bearing Point, ainsi que le groupe financier Odo BHF. Nous remercions également notre partenaire LCP, qui diffuse ce débat sur sa chaîne YouTube. On entend souvent dire que les rappeurs sont sexistes, Vulgaires, qu'ils sont illégitimes pour représenter la France, ou encore que leur art n'en est pas vraiment un. Bref, on a tendance à se faire des films sur ce milieu. Mais c'est un film au synopsis tout autre que nous vous proposons ce soir. Filmer et représenter les cultures urbaines est un film qui suit les parcours de 3 artistes, Sams, Balou et Chris Macari. Si les personnages ont des backgrounds bien distincts, un lien semble définitivement les unir. La volonté de mettre en scène les cultures urbaines pour leur donner une voix. La première partie de notre film nous plonge dans l'univers de Chris Macari, réalisateur et producteur français. Né le 8 février 1980 à Créteil, vous abandonnez très rapidement, après 15 jours très exactement, la grisaille parisienne pour rejoindre le soleil de Fort-de-France en Martinique. Là-bas, vous suivez un cursus scolaire classique jusqu'au baccalauréat et devenez un artiste en herbe en vous initiant à la peinture et au dessin. Mais en 1998, c'est le coup de soleil. La télé américaine vous inspire, tant et si bien que vous regagnez la banlieue parisienne pour suivre des études d'art graphique à l'ESSAG-Penningen, où vous obtenez votre diplôme avec facilité. Mais le proverbe julien est clair. On se fait tout seul. Alors, vous décidez de monter votre société, Tiens Béret de Production, qui prendra simplement le nom de Chris Macari par la suite. Vos œuvres seront désormais signées. Votre signature, justement, le rythme de montage et les couleurs vous permet de travailler avec Booba, La Fouine, Kalash, Caris ou encore Snoop Dogg, et surtout vous permet de gagner le concours RFO de la catégorie meilleur vidéaste amateur en 2003, grâce à votre premier court-métrage intitulé attention originalité, Tiens Béret. Tiens Béret n'est alors pas une lettre à Élise, ni une lettre à une femme, mais plutôt à vos parents, dans laquelle vous brossez votre autoportrait et évoquez votre maladie, la drépanocytose, qui a largement influencé votre parcours. En clair, par votre capacité d'adaptation aux nouveaux codes et par votre humilité, vous êtes devenu incontournable dans le milieu du rap et l'avez presque complètement mis à vos pieds. En parlant de pieds et de rap, voici notre deuxième protagoniste, Sams. Sams, S-A-M-S, c'est beaucoup de choses, mais c'est avant tout le sport. Et oui, avant de vous lancer dans le 7e art, vous vous êtes essayé à un art tout autre, celui au ballon rond, le football. Vous rejoignez progressivement le club municipal florençais, celui de Senon, le stade bordelais, puis Swansea en Angleterre. Vous ne lâchez rien, mais bon, c'est bien connu, les fameux ligaments croisés. Et cette fois-ci, vous affirmez que pour vous, c'est bien vrai. L'échec est si amer que vous sortez FFF, fuck le foot frère. Fini le talon d'Achille, ou peut-être ligament, place maintenant à votre vrai talent, le cinéma. A pour acteur donc, et ce, dès 2008, en jouant dans la série En attendant demain. Une petite pause s'impose jusqu'en 2014, année à partir de laquelle vous enchaînez les apparitions, entre autres dans Patient et La vie scolaire, jusqu'à atteindre le succès avec Marchand de sable et surtout Validé, une série sur le rap français où vous incarnez le personnage de Mastar. On pourrait donc dire que le M correspond à Mastar, mais on y voit plutôt une allusion à votre goût pour la musique. En effet, en parallèle de votre carrière d'acteur, vous développez avec quelques acolytes, dès l'âge de 13 ans, votre premier groupe, le Square. Vous voyez plus grand quelques années plus tard, en créant le label Eclectic Music. Enfin, on peut dire que Sams, c'est le soin, et surtout celui apporté à votre image. Inutile de multiplier les lives Instagram et autres inepties des réseaux sociaux. Pour vous, le vrai objectif, c'est de donner une visibilité à ceux laissés hors champ. L'importance de l'image, c'est d'ailleurs ce que la dernière partie de notre film s'attache à montrer grâce à des scènes avec Lénaïque Landry, dit Balou, qui s'est dressé avec son ami Kalash comme étendard antillais de la culture hip-hop depuis des années. Du haut de vos 35 ans, vous êtes le Benjamin. Mais votre carrière est pourtant un véritable film à elle seule, tant les rebondissements sont multiples. Votre carrière commence justement dans les années 2000 avec le crump, alternative du hip-hop. À cette époque, vous courez
ou plutôt danser après vos rêves, à Los Angeles en espérant être reconnu pour votre talent. Grâce à ce dernier, vous vous faites repérer par les plus grandes stars américaines du hip-hop, Chris Brown ou encore T-Pain, et enchaîner les séquences avec les stars. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi une fibre entrepreneuriale bien affirmée. Dès 2010, à 21 ans, vous lancez votre premier site, Les Rois de la Rue, un média qui nous plonge dans la mentalité de Montfermeil. Place ensuite à la radio, avec Génération, puis OKLM Radio, la radio de Booba, et aux vidéos sur votre chaîne YouTube où vous mettez en lumière des artistes ou réagissez à des clips musicaux. Là encore, cela ne vous suffit pas. Vous fondez donc French Plug en 2018, un média dévoué à la culture urbaine. Vous êtes aujourd'hui un véritable entrepreneur hip-hop, si ce n'est même un exemple du rêve américain. Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, un échange avec nos artistes vaut mieux que notre scénario. Alors, chers invités, cher public, nous vous souhaitons à tous un excellent débat. Chris Macari, Balou, Sams, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation des Mardis de l'ESSEC en partenariat avec l'association ESSEC et BAB dans le cadre de l'édition 2024 du Cergy Street Festival. Bonsoir et bienvenue également à Walid Anaflous, chroniqueur au sein de plusieurs médias, notamment La Récré, animé par Driver, et La Récré Junior, diffusé sur Génération, qui interviendra tout au long de cette table ronde grâce à son regard expert sur les questions de rap. Comme le veut la tradition mardisienne, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite par Anna et Chloé. Vous avez un micro normalement à votre droite. Moi, ils n'ont pas parlé de mon âge, donc ça me va, moi. C'est cool. Non, moi, ça va. Franchement, c'était parfait. Ah, franchement, moi, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé que vous n'avez pas assez applaudi. Il faut applaudir plus pour l'impro, quand même. Alors, nous allons structurer notre échange autour de 3 parties. Les cultures urbaines aujourd'hui, puis vos carrières respectives dans le rap, perspectives et évolution. Et enfin, nous nous interrogerons sur les représentations des cultures urbaines aujourd'hui. Les cultures urbaines représentent un tissu complexe de formes artistiques et d'expressions sociales. Afin d'entrer dans le vif du sujet, il paraît important de définir ce terme. Hip-hop, populaire, urbaine. Booba disait « le bitume avec une plume ». Sams, quelle est votre définition des cultures urbaines ? Bonsoir à tous. En fait, culture urbaine, c'est, pour moi, c'est tout ce qui est, on va dire, à la base, on va faire très simple, ce qui est issu on va dire, ce qui parle de urbain, ce qui peut parler de la rue, ce qui peut parler on va dire, de personnes qui n'étant pas dans on va dire, dans le cadre, ce qu'on appelle le cursus, ce qu'ils appellent le cursus normal, en fait, de base. Et culture urbaine, comme on dit, tout ce qui touche à la rue, tout ce qui touche au sport, tout ce qui touche à toutes ces choses que les gens des banlieues ou autres, maintenant, puisque c'est très popularisé, a pu facilement avoir accès pour pouvoir se développer et faire de grandes choses, en fait. Ok, j'enchaîne direct. Ok, culture urbaine, par rapport à ce qu'il a dit, je vais rajouter le fait que le hip-hop a démarré aux États-Unis et l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en œuvre un mal-être dû au système dans lequel vivaient les Américains. Et de ça a inspiré pas mal de cultures. Il y a eu le rap. Dans le hip-hop, quand on pense au hip-hop, on pense à rap, danse, graphe, DJ, etc. Mais la culture urbaine, en fait, ça englobe le hip-hop, ça englobe les sports qu'on va faire, le foot, le basket. Pour moi, ça fait partie de la culture urbaine. Le frérot Macari qui est là, qui réalise. Aujourd'hui, on a des gros réalisateurs comme lui. Aux États-Unis, il y a Spike Lee, il y a Ladjli, il y a du monde. En fait, c'est tout ce qui, comme il l'a dit, qui vient de la rue et qui nous a permis de nous émanciper ou de créer, ça peut être du revenu, ça peut être de créer des métiers, etc. Donc voilà. Franchement, je ne peux pas dire plus. Ils ont vraiment tout bien résumé et c'est exactement ça. Les cultures urbaines, ça regroupe tout ce qui n'était pas mis en avant à l'époque et que les gens qui étaient opprimés de base ont voulu
revendiqué par une musique qui est née au début des années 80 et voilà quoi. Donc merci les gars. Alors, sur la dénomination d'urbaine, nous recevions l'année dernière Fif Tobossi, qui comme d'autres s'oppose à cette dénomination, qu'il juge réductrice ou marginalisante. Quelle est votre opinion sur l'utilisation de ce terme? En fait, moi, pour être honnête, c'est pas le fait d'appeler culture urbaine qui me gêne. C'est la récupération qui est faite par rapport à la culture urbaine. Je vous donne un exemple. En même temps, je suis aussi auteur pour d'autres artistes, etc. Et au bout d'un moment, il y avait des artistes de la pop, ou même dans les maisons de disques, qui disaient « on a besoin d'une plume urbaine ». Et en fait, souvent, ils utilisent le mot « urbaine » pour pas dire « noir, mec issu de banlieue, arabe ». Et c'est l'emploi du mot culture urbaine par certaines personnes qui crée ce problème. Parce que en vrai, en soi, on n'a pas de. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on dise culture urbaine ou milieu urbain ou même plume urbaine. Mais en fait, quand le mot il est utilisé ou récupéré pour définir quelque chose de plus, on va dire, de plus vicieux, c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a même des victoires de la musique ou quoi, et qu'ils disent bon, catégorie urbaine, c'est cool, mais vu par eux, c'est vu comme un fourre-tout pour tout ce qui est à sonorité urbaine, réellement urbaine, mais dans lesquelles ils auront pris, on va dire, récupéré ce qui leur intéresse et laissé les vrais acteurs de cette culture urbaine. Et c'est ça qui est gênant. Parce que voilà, on va voir Victor de la musique, bon, truc urbain, ils vont mettre tous les, entre guillemets, tous les rappeurs ou ce qui se ressemble à du rap, alors que je pars d'un principe que c'est de la musique. Et au même titre que ce soit la pop, que ce soit le rock, que ce soit le jazz, en fait, c'est qu'eux-mêmes hiérarchisent en fait cette appellation pour justement, comme je dis, éviter de mélanger les genres. C'est en ça que je pense qu'il y a un vrai problème. Mais sinon, la culture urbaine, c'est la culture urbaine, puisque de base, comme disait Balou, elle vient de la rue, elle est née dans la rue, et puis elle s'est émancipée. Ouais, je suis d'accord. De base, moi, je suis comme Sams. De base, j'ai pas de problème avec ce terme, mais le fait que ça soit devenu un terme un peu fourre-tout, je prends un exemple. Bon, lui, il a donné l'exemple des Energy Awards ou autres, Victoire de la musique, je sais plus ce qui est, c'était Victoire de la musique que tu as dit, qui met culture urbaine pour tout mettre. Il y a la même problématique, par exemple, avec le terme pop urbaine, qui, pour moi, en tant qu'antillais, il y a une sonorité zouk que tout le monde reproduit un peu en ce moment. On va entendre du zouk ou du compas dans les sons d'Aya Nakamura, dans des sons qui peuvent être faits par NASA, Niska, etc. Et ça a été rebrandé pop urbaine, histoire de dire on fout tout là-dedans. Donc c'est là où il peut y avoir un problème avec ce terme d'urbain. C'est pour ça que quand j'ai commencé quand j'ai répondu tout à l'heure, j'ai parlé de hip-hop et que j'ai essayé de mettre des termes, etc. C'est juste ce côté-là. Je le rejoins sur ça. C'est ce côté-là qui peut être chiant en fait. Encore une fois, tout à fait d'accord avec eux. Et je pense que... C'est dur d'être troisième, parce qu'on dit tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, je pense que nous, en tant qu'acteurs, on devrait plutôt recommencer à mettre en avant le terme hip-hop, parce que notre culture, elle est hip-hop en fait. Elle n'est pas urbaine. De toute façon, urbain, ça ne veut rien dire en vrai, parce que dans ces cas-là, on peut dire que le blues, c'est urbain, on peut dire que le jazz, c'est urbain, parce qu'en vrai, urbain, ça veut dire, ouais, c'est un truc qui est fait dans l'urbanisme, dans les villes, dans les trucs. Ben, en fait, il y a plein de musiques qui sont faites, qui viennent d'un milieu urbain. Donc, du coup, je pense que nous, on devrait, en tant qu'acteur, mettre en avant le terme hip-hop. C'est une culture hip-hop depuis les années 80 et ça le restera jusqu'à ce qu'elle mute ou qu'elle change, quoi. En fait, je pense aussi que toutes ces appellations pop urbaine, pop ultra-urbaine, pour moi, c'est juste c'est comme si en fait, tu étais dans un supermarché et que tu avais des rayons, en fait. Et en fait, c'est plus l'industrie et les maisons de disques qui vont catégoriser ces choses-là pour justement, on va dire, différencier ce qui est urbain, pour pas dire autre chose, du reste, en fait. Parce qu'en vrai, pour moi, de la pop, c'est de la pop. Il peut y avoir des influences de tout, il peut y avoir des influences africaines, des influences de jazz, des influences de hip-hop ou d'électro. Si c'est de la pop, c'est défini comme de la pop, ça doit rester de la pop. Sauf que ils aiment bien dire pop urbaine pour dire, voilà, c'est tous ceux qui sont dans le hip-hop, justement, et qui ouvrent un peu leur musique, on va les mettre là. Mais notre pop, ça reste notre pop. Et par contre,
ce que je trouve de gênant, c'est que par exemple, si, on va dire, je ne veux même pas faire de clivage, mais des gens qui ne sont pas à la base du milieu urbain, qui vont faire du rap, ils n'auront aucun problème à les mettre dans la catégorie rap au milieu d'autres rappeurs. Et il est là, je pense, le problème, en fait. En fait, les appellations veulent rien dire, mais je pense que c'est juste des termes économiques ou des termes d'industrie pour juste catégoriser et cibler justement leur, on va dire leur panel d'auditeurs, en fait. Mais après, est-ce que tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, dans le rap, même avec les autres genres musicaux, la frontière, elle est toute fine? Je vais aller encore plus loin. La frontière, elle a été dépassée. Mais c'est cool aussi, parce qu'en fait, la musique s'inspire de tout. Le jazz, le rap a pu s'inspirer un peu du jazz, même de plein de types de musique. C'est ce qui fait, justement, c'est ce qui faisait qu'à la base, le rap était si riche et se développait tout le temps, parce qu'il y a toujours des influences, même musicales, même musicalement. On peut passer du boom bap, même avec des sons qui étaient un peu plus électro. Je pense à DJ Mehdi, qui a popularisé le truc. Maintenant, à des producteurs qui mettent des sonorités un peu plus afriques, un peu plus Niger. Et donc, du coup, pour moi, même en vrai, pour moi, la musique de base, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est sonorité, tout ce qui est musical, tout ce qui suscite des émotions, ça reste de la musique. Et après, comme je dis, justement, c'est pour moi aux artistes de se définir tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si par exemple, parce que j'ai vu si par exemple je suis un rappeur et que je dis non, moi je fais du rap, même si dans ma musique je mets du violon, du classique ou que je rappe sur un son de Charlet, si je me définis comme rappeur, c'est à moi de dire que je suis rappeur. Si un mec par exemple il chante et qu'il dit, même si il débite et qu'on dit mais tu rappes, non, moi il se considère lui comme un chanteur qui se considère comme chanteur en fait. Je pense qu'il faut laisser pour moi les catégories, parce que dans toute façon, tout ce qui est mis dans des strates ou dans des catégories, il y aura forcément de la discrimination à un certain niveau. Parce que peut-être que certains styles vont vendre ou seront plus aimés de certaines personnes, donc du coup, on va minimiser des choses, mais qui peuvent plaire à un certain type de personnes. Et je pense que c'est là le problème, alors qu'en vrai, il n'y a pas de problème en fait. J'ai laissé un froid, mais... Ouais, non, c'était juste pour marginaliser, en fait, je pense. C'est un terme... pop urbaine, enfin, culture urbaine, c'est un terme pour marginaliser, je pense, c'est mon avis à moi. Le rap et la culture hip-hop, elles trouvent leurs origines dans les quartiers défavorisés des grandes villes nord-américaines. Et les premiers artistes français à s'approprier ce style sont souvent issus de l'immigration, portant alors la voix des minorités en France. Il semble donc que le rap, ainsi que les autres expressions artistiques des cultures urbaines, la danse ou le cinéma notamment, aient été marqués dès leurs origines par une volonté de se faire entendre, des engagements que vous avez portés et que vous portez encore tous les trois. Chris, comment, à travers de vos modes d'expression propres, réussissez-vous à vous faire entendre et à vous engager ? Quand avec l'artiste, on a un parti pris, notamment au début de ma carrière, j'ai fait pas mal de clips dits engagés. J'en ai fait 2 que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as demandé quel clip j'aimais bien. Donc, il y a déjà Chez moi de Kazé, où elle parle de ses origines antillaises, elle parle de la Martinique, elle parle aussi de la façon dont les gens voient les Antilles, alors qu'elle a sa vision, sa propre vision à elle, puisqu'elle est originaire des Antilles. Donc il y a ça, où on dénonce pas mal de choses, par nos images, mais aussi à travers son morceau, en fait, que j'ai illustré. Et aussi, après, quelques années plus tard, j'ai fait Créature ratée avec elle, où là, elle parle... de comment elle appréhende ses origines en tant que noire, en tant qu'être humain, mais noir, qui arpente la vie, en fait. Et du coup, elle revient sur plein de termes, plein de définitions qui définissent vraiment sa culture à elle, en fait. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que moi, à travers mes images, j'essaie de bien coller à ce que l'artiste... veut, et du coup j'image à ma façon avec ma vision, et voilà. J'enchaîne. Ok. Moi en fait
Je vais raconter un peu ma vie, là. Ok. En fait, ça a commencé tout jeune, c'est-à-dire que l'impact que le hip-hop a eu et que j'ai pu retransmettre, ça a commencé... Moi, j'ai grandi à Montfermeil. Je suis l'un des... Il y a très peu d'Antillais à Montfermeil. Et en fait, ce qui nous réunissait tous, parce que voilà, à Montfermeil, il y a de tout, en fait, comme dans toutes les cités. Ce qui nous réunissait tous, c'était ce côté-là, c'était le hip-hop, la musique. On apprenait tous de la culture de l'autre, etc. Et à un moment, je suis tombé amoureux du crump, parce que la force du crump, cette danse qui vient de Los Angeles, c'était que voilà, c'est une danse assez sauvage où tu danses et tu t'exprimes et il n'y a pas de jugement. Et de cette danse, une ville comme Montfermeil, on s'est mis à tous danser le crump. Vraiment, tu voyais même les plus grands fous de la ville qui venaient à mes événements. Je faisais des événements, il y avait des 1200 personnes, je ramenais des Américains, etc. Et à un moment, j'ai fait je l'appelle le grand voyage, parce que c'est un voyage qui a changé ma vie en 2007-2008, où je suis parti pour un stage pour mon BTS. Et là, j'ai rencontré la culture américaine. Et on m'a pris sous mon aile. Il y a un gars qui s'appelle, un pris sous son aile, un mec qui s'appelle Rascal, et qui m'a fait justement découvrir T-Pain, un peu tout le monde. Mais tout s'est fait vraiment magiquement, c'est-à-dire qu'au moment où je vais chez lui, il était personne, on se met tous à danser, je ne savais pas parler anglais, et notre communication, c'était ce qu'on aimait, c'est-à-dire Lil Wayne, le crump, etc. Et on parlait à travers ça. C'est-à-dire que je ne savais même pas dire fourchette. Quand je voulais manger, je faisais et c'est comme ça que j'ai découvert la culture là-bas. Et comme elle l'a dit dans la présentation, j'ai beaucoup tourné aux États-Unis avec la danse, etc., etc. Et à un moment, avec tout ce que j'ai découvert là-bas et que j'ai découvert en grandissant à Montfermeil, je me suis dit, mais notre culture, elle est trop forte et elle réunit trop de choses. Quand j'étais aux États-Unis, je me rendais compte que je connaissais beaucoup de choses grâce à mes potes maliens, haïtiens, etc. Je connaissais un peu toutes les cultures. Là-bas, je voyais qu'ils étaient un peu plus fermés, donc quand je partageais avec eux, ils découvraient aussi. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi là-bas. J'ai appris l'entrepreneuriat, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris une claque de... Comme ils n'ont rien, ils n'ont pas d'aide sociale, ils sont obligés de charbonner très jeunes. Et je me suis dit, quand je vais faire mon média, l'idée, ça va être ça, ça va être de partager cette culture et de montrer qu'elle peut nous unir et montrer aussi qu'elle peut apporter du positif dans la vie des gens. Et ça a été ça mon objectif. C'est pour ça que quand tu regardes mes vidéos, je vais essayer de partager de la culture, je vais essayer de partager du rire et je vais aussi essayer de partager ce côté de pour nous, par nous, on peut faire les choses. C'est pour ça que j'essaye d'être toujours producteur de mes œuvres et de me donner à fond. Et je pense que c'est ça, cette culture hip-hop. C'est que voilà, t'apprends dans la rue. Le crump, je l'ai appris à la Défense, je l'ai appris à Montfermeil. Le hip-hop, tu l'apprends dehors, tu graves tout seul, t'apprends tout seul. Je pense que pareil, t'as dû apprendre aussi, je pense le rap, on l'apprend tout seul, que ça soit à réaliser. T'as dû peut-être prendre des cours, mais t'apprends à monter sur Adobe ou autre solo. Je pense que c'est tous ces trucs-là et c'est ce que j'ai voulu partager à travers mon média, quoi. Moi, pour tout vous dire, par exemple, dans le cinéma, il y avait un moment, là encore, ça s'est un peu amélioré, mais quand je commençais, on va dire, c'était très compliqué quand tu es issu de banlieue, quand tu peux être d'issu de la diaspora ou de l'immigration, de trouver des rôles, pour jouer des rôles de personnes qui te correspondent et qui correspondent aux gens que, on va dire, tu dis représenter. Je m'explique, c'est-à-dire que souvent, on me proposait des rôles de délinquants écervelés ou des rôles de escalés aux terroristes où c'est devenu même une blague du noir qui meurt toujours au début. Et en fait, j'ai réfléchi, quitte à des fois au début ne pas du tout tourner. C'est-à-dire que je refusais des castings ou je refusais des films. Et souvent, on me disait, mais putain, mais t'es con, il faut passer par là, faut passer par là. Et moi, je refusais de le faire. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que souvent, par exemple, quand je vais voir des gens qui vont me dire, ouais, franchement, merci, c'est ton parcours, c'est cool, c'est inspirant, etc. Je me dis que chaque rôle que je vais accepter ou chaque chose que je vais faire dans le cadre, en tout cas, de ce que j'ai à faire, que ce soit musique ou que ce soit cinéma, il y a des petits frères qui me regardent et qui vont forcément s'inspirer. Nous, quand on était petits, par exemple, nos modèles, c'était des modèles américains.
le seul noir que je voyais, c'était Mousse Diouf, qui jouait dans Julie Lescaut. Et donc c'est compliqué de trouver on va dire des gens à qui on se dit putain, je veux faire comme lui. C'est-à-dire, donc je me suis dit que chaque rôle que j'essaye de faire, en tout cas, c'est qu'il raconte quelque chose ou qu'il défende quelque chose, sans pourtant avoir de parti politique ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas dans ça. Mais ne serait-ce que dans le process, de se dire que, voilà, en tant qu'acteur, comédien, issu de banlieue ou de l'immigration ou de la diaspora, pouvoir jouer des choses qui vont parler aux gens qui nous ressemblent, parce que sinon on s'en sort pas. Et je vais essayer de faire plus court, mais je vais vous donner un exemple. J'étais venu à un casting, c'était un film c'était l'histoire d'Ilan Halimi. Et moi je vais au casting, et quand j'arrive, je fais mon truc, et la directrice de casting me dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, les mecs sont un peu... Et je lui dis, donc en fait, vous voulez qu'ils parlent comme des singes, en fait. Elle dit, mais non, mais j'ai pas dit ça, mais parce que moi je connais. Je dis, non, mais tu connais pas. Enfin bref, je me suis pris la tête avec elle. Et je dis, ben vas-y, j'ai donné des noms d'oiseaux, je suis parti. Et j'ai refusé. Des années plus tard, il y a un film, je casting pour un film, j'arrive, je dirai pas le nom du film parce que voilà. Et dans le film, on me dit, et quand j'arrive, moi je fais mon texte et je tombe sur la même directrice de casting qui me dit, ouais mais non, il faut le faire avec l'accent. Et je dis, mais je le ferai pas avec l'accent. Elle me dit, il faut le faire avec l'accent. Je dis, mais je le ferai pas avec l'accent. Tout simplement. Parce que je veux pas jouer un rôle où tu arrives et tu fais des accents grotesques. Je ne veux pas. Elle me dit, fais comme tu veux. Je dis, je vais faire comme je veux. Je l'ai fait. Encore quelques noms d'oiseaux, je suis parti. Et c'est véridique, je vous raconte. Des années plus tard, on m'envoie le pitch et le scénario du Marchand de sable. Sauf que mon agent m'appelle, me dit, je pense que la directrice de casting, j'ai parlé avec elle, vous deux, ça va pas. Et j'ai dit, putain. Mais quand même, j'ai dit, je vais quand même y aller pour lui montrer que depuis les années, il y a eu de l'évolution et que, qu'elle me prenne ou qu'elle me prenne pas, j'y vais quand même. Et j'y suis allé et je fais le casting. Et au final, j'étais pris, j'ai fait le film Le Marchand de sable et c'est devenu ma super pote. Et au final, quand on a rediscuté des moments où on se prenait la tête, elle m'a dit, mais avec le temps, j'ai compris pourquoi tu refusais ces rôles-là. Et au final, j'ai compris en fait où tu voulais en venir. Donc du coup, ça m'a pris du temps, mais ça m'a conforté dans l'idée que, en fait, dans chaque action qu'on fait, quand on représente une culture ou qu'on représente des gens, il faut toujours avoir ce regard de se dire, il y a des gens qui sont petits dans leur chambre, comme moi j'étais petit dans ma chambre, qui peut-être ont envie de faire ce que j'ai envie de faire, donc il faut que je leur montre au moins ma manière de voir les choses pour qu'ils aient pas qu'un seul créneau où on leur dit, pour faire ce truc-là, il faut que tu passes par là, il faut que tu passes par là, en fait. Vrai. En début d'année, l'Élysée a évoqué la possibilité pour Aya Nakamura de chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ah là là. C'est une annonce qui a suscité une énorme polémique et qui enflamme encore les plateaux télé et les réseaux sociaux qui a enflammé les plateaux télé pendant plusieurs semaines. Et selon vous, pourquoi les artistes urbains déchaînent autant les passions ? Moi, parce que ça fait peur, parce qu'ils font beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Et en fait, ce que l'industrie n'arrive pas à maîtriser, ça fait forcément peur. Et surtout que, comme on disait tout à l'heure, comme on parlait de catégories qui disaient pop urbaine, etc., dans la mesure où ils font justement des castes et qu'ils se rendent compte qu'une caste dans laquelle une artiste qui est dans une catégorie qu'ils appellent fourre-tout arrive à être internationale et puisse représenter la France, ça leur fait très très mal. Parce qu'au-delà de la musique, du côté musical, comme je dis, malheureusement, il y a des gens qui regardent ce qu'il y a à travers l'artiste. Et ce qu'ils voient à travers l'artiste, ils voient une femme noire, forte, qui chante et qui fait danser plein de gens. Et ils se disent, si aux yeux du monde, on montre que notre artiste, l'artiste qui dit être numéro 1 est une noire de banlieue, etc., c'est relou pour nous. Moi, après, c'est mon avis. Pour moi, ça traduit un genre de racisme déguisé.
Et c'est ce qui fait que, bizarrement, quand les artistes urbains chantent des morceaux et disent des choses, on fait comme s'il n'y avait pas de musique derrière, qu'il n'y avait pas de concept, qu'il n'y avait pas d'imagination et que c'est des mecs qui sortaient et qui disent ça à n'importe qui. Donc si on part de ce principe-là, il y avait des morceaux à l'époque qui avaient des connotations très bizarres. Je me rappelle de Les Sucettes à l'anis. C'est qui faisait cette chanson? Marianne, Les Sucettes à l'anis. C'était écrit par Gainsbourg. Ben, renseignez-vous. C'est une musique qui parle sous-jacent de fellation, je suis désolé. Mais c'est vrai, hein, et ça a été dit des années après. Mais ça ne gêne pas parce que c'est dans le cadre de la bienséance. Mais quand Aya Nakamura dit montre-moi Doudou, etc., elle aussi, elle essaie d'aseptiser ces choses-là. Elle ne dit pas des choses crues. Mais vu que le personnage, pour eux, représente une certaine population, tout de suite, ils enlèvent le côté musical. Et c'est ça que je trouve de dommage, en fait. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, et comme on le sait tous, hein, tout ce qui est différent fait peur. Donc, du coup, Aya Nakamura, c'est une ambianceuse. À la base, ses premiers morceaux, c'était des morceaux d'ambiance. Bon, elle en fait toujours, hein, bien sûr. Et du coup, vu qu'elle emploie des termes qui sont propres à elle, et elle, son entourage, ou des gens de sa ville, ou je sais pas, bah, les gens et certaines personnes qui ne comprennent pas se disent qu'elle ne sait pas parler français ou autre, ou qu'elle fait des anglicismes qui sont... enfin, elle dit des inepties et tout, mais en vrai de vrai, c'est une ambianceuse. Donc moi, sa musique, elle ne me dérange pas, elle est très bien même. Et c'est surtout bien de voir une artiste issue de la diaspora qui réussit et à l'international et qui met des gifles à tout le monde en fait. Et en vrai de vrai, comme j'ai dit, ce qui n'est pas compris fait peur. Donc c'est pour ça que ça déchaîne autant les passions en fait. Ouais, c'est totalement ça. Je pense que c'est ça, c'est qu'elle casse les codes déjà dans ce qu'elle représente. C'est l'une des premières femmes noires qui a autant de popularité dans la musique, dans l'histoire de la musique française, déjà, premièrement. Ensuite, comme il l'a dit, il y a un côté raciste derrière tout ça. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai tweeté pour la défendre, je recevais des sales macaques en DM, j'étais choqué. Mais il y a un côté raciste. Il y a même une photo qui a circulé de gens qui disaient « retourne au Mali », ceci, cela. Il y a ce côté un peu raciste. Et c'est vrai que les gens ont essayé de la juger sur sa musique, sur le fait que ah non, mais elle est dévergondée, elle peut pas représenter ci, elle peut pas représenter ça. Aujourd'hui, c'est la personnalité la plus écoutée de la musique française à l'international. Je pense que c'est pas pour rien. Sa musique, elle parle à la majorité du peuple. Et puis même, le truc qui est fou, en fait, c'est qu'elle n'a pas dit un seul mot de base. C'est Macron qui a parlé, qui a dit ceci, cela. Et tout le monde s'est acharné sur elle alors qu'elle n'a jamais dit qu'elle allait faire Edith Piaf de base ou qu'elle allait reprendre quoi que ce soit. Et je trouve qu'il y a un gros acharnement sur elle, en dehors même de cette polémique-là. Dès qu'elle poste une photo, elle se fait vanner sur ce qu'elle ressemble, on la compare à un mec, ceci, cela. Et je trouve que ça cache un racisme systémique quand même. Et je pense qu'elle gêne par rapport à ce qu'elle représente. Voilà. Exactement. Très bien, merci pour ces réponses franches. On va passer maintenant à la partie sur vos carrières respectives. Le rap émerge en France dans les années 1980 autour de pionniers tels que MC Solar ou NTM qui ont contribué à le populariser, mais aussi et surtout qui ont inspiré et façonné le paysage musical actuel. En 2001, Rof sort Qui est l'exemple, un hit qui vous a sans doute marqué comme toute une génération. Quel a été votre exemple, la source d'inspiration qui vous a le plus marqué? Balou, peut-être. Exemple, comme il l'a dit, quand on était jeune, on n'avait pas forcément de gens qui nous représentaient à la télé en France. Donc c'était compliqué. Donc on regardait beaucoup les États-Unis au départ. Donc moi j'étais un grand fan de basket. Donc forcément tout petit c'était Michael Jordan. Après il y a eu le côté football. Donc je regardais Thierry Henry, etc. Mais j'étais nul au foot donc je me ressentais pas en eux. Quand j'allais jouer au foot on me disait va au goal. Je disais goal volant, ils me disaient il y a pas de goal volant frérot. Reste là-bas. Donc il fallait que je trouve un autre exemple. Et après je suis tombé sur Iverson. J'ai grandi aussi dans une culture caribéenne. Donc quand j'étais petit, mes parents ils me mettaient beaucoup Kassav,
Bob Marley. J'écoutais beaucoup Shabba Ranks, enfin toute la culture jamaïcaine, caribéenne, antillaise, Guadeloupe, Martinique. Donc j'étais beaucoup dans ça. Mais la vraie personne qui m'a le plus touché, c'était vraiment très jeune, c'était Iverson, Allen Iverson, parce que en fait c'est un joueur de NBA, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui jouait à Philadelphie Sixers au début. Après il est parti à Denver. Bon bref, je ne vais pas faire son parcours, mais il jouait aux Sixers. Il était petit de taille, il représentait rien de ce qu'était un basketteur, très petit de taille, il venait avec ses codes hip-hop, c'est-à-dire il avait des tatouages, des tresses, il s'habillait large, tout ce qui se faisait pas à l'époque dans le basket, et il a amené tout ce côté-là au basket, et en fait, le fait qu'il s'assume comme ça m'a mis une tarte, et ça a changé vraiment même le monde du basket. Je l'ai regardé, je me suis dit, putain, il vient, il est hip-hop, il est petit alors que tout le monde fait 2,15 m et il s'impose, il est rebelle, il s'assume jusqu'au bout. Putain, c'est ça mon délire, moi. Moi, je veux être comme lui. Donc lui, il faisait partie des mecs qui m'ont inspiré. Après, en rap français, bah, comme tu as dit, Booba, j'ai pris une tarte. Après, il y en a eu plein. Franchement, il y en a eu plein, en fait. Mais le vrai qui m'a mis une claque, c'est Iverson, le plus. J'ai aucune originalité, moi, parce que j'ai à peu près le même parcours que lui. Vu que je suis un peu plus âgé, donc moi j'ai été beaucoup plus influencé par Michael Jordan, que j'ai connu à l'aube de mes 10 ans. Et en fait, de voir un gars sur les terrains flashy, qui tire la langue quand il va dunker sur la tête des autres, c'était ouf. Et comme il dit, en France hexagonale, on voyait personne comme ça, en fait. Ben, comme il a dit, on n'avait que Mousse Diouf, ou des mecs, on ne retenait même pas les noms parce qu'on n'était pas vraiment influencés par eux. Ou sinon, sans être méchant, on avait la compagnie créole, ou des trucs comme ça, en fait, pour nous représenter. Des gens comme ça pour nous représenter. Et du coup, ben, ça ne nous parlait pas, en fait. Nous, on était jeunes, on écoutait beaucoup de rap américain. Moi, j'ai pris aussi une gifle avec le Wu-Tang Clan, avec des gars comme Method Man, que j'ai suivi longtemps, Jay-Z, qui est un de mes rappeurs préférés. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup influencé par les rappeurs américains, parce que, je sais pas, je trouvais leur train de vie motivant, dans le sens, je parle pas de tout ce qui est violence et tout, je parle d'entrepreneuriat. En fait, c'est des gens qui, dans certains morceaux, ils envoyaient des messages comme quoi, ben, si tu veux réussir, ben, tu peux réussir par toi-même, en fait. Suis ta voix, écoute ton cœur et avance, en fait. Et du coup, ben, ça m'a inspiré. Après, je me suis intéressé à l'image parce que, ben, étant donné que je suis atteint de la drépanocytose, qui est une maladie génétique, physiquement, je n'étais pas assez puissant pour soit faire du basket ou soit faire du foot. Donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'inspire vraiment? Et du coup, ben, je regardais énormément de clips, mais tout le temps, tous les jours, je regardais énormément de clips et du coup, ben, c'est devenu ma vie quelques années plus tard. Donc voilà. Moi, c'est assez particulier parce que j'ai eu plein de sources d'inspiration. Mais faut dire que, en tout cas au niveau du rap, moi, ma première source d'inspiration à la base, c'était des grands de mon quartier qui rappaient. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, nous, on est la première fois où j'ai vraiment pris une vraie gifle avec le rap, c'est quand on nous installe le câble et que il y a la chaîne MTV et que je vois sur MTV, je dis mais c'est ouf, je vois plein de Renois. Je dis mais comment ça? Je pète les plombs, mais c'est pas possible. Parce que d'habitude, parce que nous à l'époque, pour vous dire, tu vois, par exemple, moi je suis fan de manga, mais dès quand j'étais petit. La première fois où j'ai été confronté en fait au problème d'avoir un exemple, c'est quand on jouait, par exemple, il y en a qui disaient moi je suis Sangoku, moi je suis Vegeta, moi je suis un tel. Ils me disaient ben non, tu peux pas parce que t'es noir. Mais c'était pas méchant. T'étais Piccolo du coup, à chaque fois. Ouais, ils me disaient ouais, Piccolo, toi tu peux être Piccolo ou Monsieur Popo. Enfin tu vois, c'était une dinguerie. Mais je te jure, c'était ça. Et donc du coup, t'étais... Et même, je te dis, dès moi, en plus, j'étais de la génération, des trucs comme Premier baiser, Les filles d'à côté, etc. Et il y avait pas de Renoir. Et donc du coup, même pareil, moi je suis cri-cri, moi je suis un tel. Je me disais, mais toi tu peux être son père, toi, gros.
Et donc, du coup, quand il y a eu MTV, et quand il y a eu la seule chose qu'on regardait, c'était le Prince de Bel-Air. Donc, moi, quand je voyais le Prince de Bel-Air, Will Smith, je me suis dit, putain. En fait, vu que quand tu es jeune, en fait, au début, c'était une question de racisme systémique, tu l'assimiles pas, tu comprends pas, en fait. C'est les gens qui te le font comprendre. Tu vois, par exemple, moi, ça m'avait marqué à vie, c'est quand il y avait un goûter à l'école, et donc avec la prof et tout, ils mettent de la musique, il y avait des bonbons, etc. Et ils mettent Saga Africa. Et tout le monde te regarde. Et tout le monde me dit danse. Et moi, dans la tête, je me dis, c'était ouf. Pourquoi moi danse et même la prof, hein, elle dit, allez, ouais. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que, ah ok, d'accord, à ce quoi il m'assimile. Donc automatiquement, je cherchais moi des exemples de gens qui me ressemblent. Donc quand il y a eu la chaîne MTV qui est arrivée, et je voyais les Snoop Dogg, les Death Row, les trucs, je dis, waouh, c'est possible. Quand j'ai vu les grands de mon quartier qui rappaient, je me suis dit, mais c'est ouf, je veux faire comme eux. Et c'est un petit à petit, c'était comme ça. Même pour te dire, moi, le sport, t'as vu, Roger Mila, à la base, les seuls souvenirs que j'avais, c'était parce qu'il dansait à côté du poteau quand il a marqué. Mais parce que c'est les gens qui te le faisaient, tu vois. Et même par exemple au foot, je me rappelle quand même, j'étais jeune, j'ai marqué, on m'appelait Mister George Weah. Donc automatiquement, on te dit ça, et donc tu dis, ben ouais, en fait, c'est à eux que je ressemble. Et après, quand tu les vois, donc du coup performer, donc c'est à eux que tu veux ressembler. Et plus les années avancent, c'est là où tu te dis, mais ok, d'accord. Ah ok, d'accord, j'avais des mentors comme ça. Enfin, j'ai voulu ressembler à ces gens-là parce que on m'a fait comprendre que c'est ces gens-là qui peuvent me représenter. Et donc mes sources d'inspiration, voilà, c'était ça. Mais dans tout ce que vous avez dit, c'est bizarre, il n'y a pas forcément d'inspiration française. Alors que peut-être à l'époque, tu avais Rapline ou HIP. Peut-être trop jeune. Ah ouais, je suis trop jeune. Là, quand même. Mais justement, donc là, il y a beaucoup d'influences américaines. Et j'ai remarqué que dans le rap, même dans la culture urbaine, on a toujours regardé ce que faisaient les Américains. Et nous, derrière, on copiait un peu. Quand tout à l'heure, tu parlais de Booba, on a dit que Lunatic, c'était du Wu-Tang, que Mauvais, c'était du Wu-Tang. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit toujours continuer à regarder les Américains? Ou même, est-ce que les Américains nous regardent un peu? Parce que comme ça, je pense aussi à une époque où même, tu avais Clip de Pour ceux, de la Mafia Capri, où tu avais Courtrage May, qui a été appelé par les Américains, par Jay-Z, je crois, qui leur a dit, ouais, il a faire le appelé clip, Romain. Il lui a dit, ouais, fais-moi le même clip. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la France influence un peu le monde? En fait, nous, malheureusement, moi, ce que j'appelle, enfin pour nous trois, on fait partie de ce que j'appelle la génération des sacrifiés. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas moi, dans les générations aujourd'hui, c'est plus la même chose. Parce que tu as les réseaux sociaux, tu as Snap, tu as TikTok, tu as plein de trucs qui font que tu peux t'identifier à plein de gens. Moi, après, c'est sûr que rap français, quand MC Solar est arrivé, automatiquement, c'était une source d'inspiration. Mais nous, on était dans un stade où on se disait, c'est un parmi tant d'autres. C'est un seul qui s'est sauvé de la mêlée. Ouais. Tu vois, il y en avait très peu. Après, il y avait IAM, NTM, et on se disait, il n'y en aura pas d'autres. Ça allait être un effet de mode, quoi. Pas un effet de mode. On se disait, eux, ici, ils ont le Graal, ils ont réussi. Mais nous, on est tous dans la mêlée. Ils vont jamais voir tous les sauvages qui arrivent. Ils ne pourront jamais les mettre à la télé. Nous, on était dans cette optique-là. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu as un clip, tu n'as pas besoin d'attendre pour qu'il se passe sur M6 ou etc. Aujourd'hui, tu le mets sur YouTube par toi-même, tu as ta chaîne, ton clip il sort, tu as des vues, etc. Ça veut dire que c'est plus la même manière de consommer et de s'identifier. Et il y a eu des progrès qui ont été faits, le rap s'est popularisé. Il y a même des gens de notre génération, des générations d'avant, qui sont arrivés à des têtes qui ont été entrepreneurs et qui ont pu créer des courants et des choses qui font que les jeunes peuvent s'identifier à plein de choses, tu vois. Et c'est vrai que les Américains, enfin, malheureusement, les Américains, ils ont toujours un peu, pas snobé, mais pris de haut, en fait, les cultures, la culture urbaine française, tu vois. Sauf que ça a commencé à changer pour moi dans la mesure où, comme tout s'est un peu mondialisé, et qu'au bout d'un moment, ils arrivent dans un moment où ils saturent, donc ils vont regarder ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer. Et c'est ce qui fait. Et en plus, il ne faut pas oublier que Paris, aux yeux du monde, ça rapporte quelque chose de raffiné. Ça veut dire que les rappeurs américains qui étaient dans les ghettos et qui sont devenus riches, on dit,
c'est cool d'être à Paris. C'est pour ça qu'ils vont à la Fashion Week. C'est pour ça que Jay-Z et Kanye West, ils ont fait Niggas in Paris. Parce qu'à la base, Niggas in Paris, le concept du morceau, c'était que les anciens chanteurs de jazz populaires, quand ils arrivaient, quand ils étaient populaires issus de l'afro-américain, quand ils allaient à Paris, c'était en mode on est vraiment en haut de l'échelle, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils viennent chercher des inspirations pour avoir ce côté un peu raffiné. Et même quand ils voient le côté urbain, de se dire je veux faire la même chose parce qu'il y a un côté français artistique qui les plaît en fait. Yes, et je vais rajouter, bon, je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit, et c'est vrai que vous avez de la chance, la nouvelle génération, quand on était petits, nous c'était Club Dorothée, Salut les musclés. C'était dur. Hein. Il y avait pas, et comme il a dit, si on voulait avoir un clip, fallait être au bon moment où il y a le clip de rap, et c'est rare, ou sinon il fallait regarder Charlie et Lulu, frère. Tu vois, c'était sur des cassettes audio. Des cassettes audio, c'était pas facile, tu vois. Donc, et ce qui passait le plus, comme il a dit, c'est sur MTV. Aux Antilles, on avait BET. Donc moi, quand j'allais aux Antilles, je me posais devant BET, je regardais toute la journée, je faisais mon stock. Tu vois, tous les 3 ans, j'avais congé bonifié, je regardais BET tout le mois de juillet, tu vois ce que je veux dire. Donc on n'avait pas accès comme ça au rap. Comme maintenant, tu vois, les petits vont sur TikTok, sur Twitter, c'est partout le rap français. Et c'est ce qui vend le plus en France, le rap français. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment c'était moins ancré que maintenant. Donc ouais, c'était restreint. Très niche, ouais. Et il y a un autre truc par rapport aux US, vu que moi je suis souvent là-bas, je pense que nous on a une vision biaisée de ce qu'ils pensent de nous là-bas. En fait, ils pensent même pas à nous, ils savent même pas qu'on existe. Dans le sens où, non mais vraiment, dans le sens où pour faire Los Angeles, Miami, ça met déjà 7 heures d'avion, tu vois. Donc ils ont même pas de passeport les mecs, ils ont même pas encore visité leur propre pays. Pour eux, quand tu leur dis la France, ils savent même pas qu'il y a des Noirs. Tu vois, non mais vraiment, c'est un point, ils savent pas ça en fait. Ça veut dire que ceux qui savent, comme tu as dit, c'est les Kanye, etc., qui eux ont déjà l'oseille, peuvent se voyager, prendre, s'inspirer. Comme tu as dit, ils sont inspirés de Contrajmé. Je crois même que Kanye, il a fait un clip, si je dis pas de bêtises, c'est le petit ref à Lajli, c'était No Church in Hawaii, je crois, le frérot qui l'avait fait. Je suis pas sûr, mais bref, il s'inspire à fond. Ils s'inspirent à fond, mais quand ils connaissent, tu vois. Mais la plupart, tu vas là-bas, tu leur demandes place la France sur la carte, frérot, ils vont te la mettre en Afrique, tu vas rien comprendre. Ouais. Tu leur dis on parle quelle langue en France, ils vont te dire Dutch, tu vois, ils connaissent rien, vraiment, tu vois. Donc ils ont même pas cette vision-là de au-dessus, en dessous, tu vois. Ils savent même pas en fait, ils sont dans un autre monde, sachant que l'école là-bas, à partir de 18 ans, enfin même avant, tu payes tout en fait. Donc c'est complètement une autre vision de la vie. Vraiment, ils sont. Donc nous, oui, on s'est inspiré dans un premier temps parce que forcément le hip-hop ça vient de là-bas. Mais quand tu vois aujourd'hui, au fur et à mesure, tu as eu des nouveaux courants. On prend Jul qui a sa sonorité, on prend MHD qui a fait son délire d'afro-trap, et on a notre style de clip aussi. Bon, on s'inspire des fois, mais quand tu regardes, tu as parlé de Lajli, il a son style à lui, même s'il peut y avoir des inspirations. Je trouve que de plus en plus, on a notre ADN à nous et ça évolue de plus en plus, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses. Aujourd'hui, il semble possible d'établir une corrélation entre la longévité des acteurs dans l'univers du rap et leur capacité à multiplier les différentes casquettes. On a par exemple Fianso qui a su rapper, produire des artistes comme des vidéos, fonder un label, et il dédie aujourd'hui son temps au jeu d'acteur. De même, on a eu Booba qui a débuté sa carrière en tant que MC, puis qui sera par la suite rappeur, producteur et fondateur de la marque Uncut et du média OKLM. Chris, vous êtes réalisateur et producteur de clips vidéo. Balou, Sams, vous débutez votre carrière professionnelle en tant que footballeur avant de vous réorienter vers le rap et le cinéma. Et enfin, Balou, vous avez été danseur et animateur radio et êtes aujourd'hui journaliste, influenceur et aussi fondateur d'une marque de vêtements en pleine expansion. Et cette question s'adresse à vous. Est-il nécessaire aujourd'hui d'être polyvalent pour durer dans l'industrie du rap actuelle ? Qui veut commencer ? Vu que je suis juste réalisateur et producteur, j'ai pas fait grand-chose comme eux. Non, je rigole. Non, je pense pas qu'il faille avoir plusieurs casquettes. C'est juste si tu as foi en toi, si tu crois en toi, si tu travailles d'arrache-pied pour avoir ce que tu veux vraiment, ben tu réussiras de toute façon. Tu vois, moi,
Oui, j'ai commencé par les clips. Aujourd'hui, je me tourne vers tout ce qui est docu-fiction, peut-être bientôt la fiction, tu vois. Donc, à un moment donné, ce sont des étapes, ce sont des stages, comme on dit. Et du coup, ben voilà, hein, je me donne à fond dans ce que je veux faire. Et voilà. Après, si tu as envie de faire d'autres choses, comme eux l'ont fait, ben c'est parce qu'eux, ils ont la volonté de faire d'autres choses, en fait, tu vois. Il a la volonté de monter une marque de vêtements, il a la volonté d'être acteur. Ben voilà, c'est ce que tu ressens au fond de toi, en fait. Tu écoutes ton cœur et tu te lances. Voilà. Moi, ce qui était marrant, c'était que, tu vois, cette question-là, il y a 5 ans, 10 ans, elle n'avait pas lieu d'être. Parce que justement, enfin moi, je suis un mec, j'ai toujours aimé faire plein de trucs. Parce que je suis un autodidacte et donc j'ai pas eu à faire de cours de quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je pars d'un principe que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art ou ce que tu veux, pour moi, c'est l'expression de sentiments. Ça veut dire que j'avais un besoin d'exprimer, moi, tout ce qui peut m'habiter, de quelle que soit la manière. Donc, du coup, je m'essayais à plein de trucs, mais par passion. Et j'arrivais à un moment où on me disait mais attends, tu fais du foot, concentre-toi sur le foot, c'est mieux. Mais non, c'est mieux le rap. Jamais de la vie, tu feras du ciné, des trucs. Mais non, fais le ciné, elle reste le rap, tu prends pas d'argent. Enfin, à chaque fois, on me disait toujours, fais un truc, où on me disait la phrase de ouais, mais si tu cours plusieurs lièvres en même temps, tu vas pas en attraper aucun. Et je dis, mais moi là-bas, je suis pas là pour attraper du lièvre, en fait. Moi là-bas, je suis là pour faire ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire que on me prenait vraiment pour un fou. C'est-à-dire que, une fois le matin, j'étais à l'entraînement, quand je jouais à Libourne de Saint-Seurin, on était en national, midi, parce que je viens de Bordeaux. Je prenais l'avion, j'allais sur Paris, je faisais des castings, le soir j'étais en studio, je rentrais le lendemain matin, j'allais m'entraîner. On me disait, mais tu vas jamais rien faire en fait. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que, on va dire, ce qui va me caractériser, c'est d'avoir justement être multicasquette. Tu vois, pour dire à quel point ça a évolué, et enfin, en tout cas pour moi, comment ça a été bénéfique de toujours continuer ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que souvent, et tu vois, par exemple, c'est fou, si par exemple dans le rap, je sors des projets, je fais des trucs, etc., il n'y a pas beaucoup de visibilité, mais le fait des fois d'être sur un film t'offrait la visibilité pour qu'on vienne écouter ta musique. Tu sais, quand Validé s'est sorti, mes streams, ils ont augmenté de 180%. Un truc... Et je me dis que si, par exemple, j'aurais arrêté un de ces trucs-là parce qu'on m'avait dit d'arrêter, mais j'aurais jamais pu... enfin, entre guillemets, j'aurais quelque chose qui m'aurait manqué. Et je pars d'un principe, justement, où aujourd'hui, les artistes, on est... ou même entrepreneurs, ou même... on est des marques. Il faut se voir comme une marque, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, une marque dans la mesure où tu peux travailler à 360 sur toi-même. C'est-à-dire que souvent, j'ai vu plein d'artistes, moi, malheureusement, qui ont lâché l'affaire parce qu'ils étaient bourrés de talent, mais ils n'avaient pas les moyens. Ou ils n'avaient pas l'équipe autour d'elle. Et si, par exemple, tu arrives à créer ta propre économie par rapport à ce que tu fais, tu vois, par exemple, Balou, il a son média. Il a son média, etc. Mais il dit, putain, mais attends, mon média, ça ne paye pas les factures. Avec son média, il arrive à être actif sur les réseaux, qui fait qu'il crée sa marque. Pourtant, à la base, peut-être que le textile, il s'en fout, mais il aime la marque, il aime la mode. Et il se dit, moi, avec l'influence que j'ai par rapport à mon contenu que je donne, je peux aussi montrer ma vision sur des marques, sur des habits, sur quoi que tu peux faire pour initier les gens ou amener les gens à aller chercher ton produit. Et ce qui fait qu'avec cet argent-là, tu peux financer tes vidéos, etc., etc. Quand tu fonctionnes comme ça en tant que marque à propre de toi-même, tu peux non seulement évoluer, mais en plus montrer cet entrepreneuriat aux gens, aux jeunes qui vont regarder, qui vont se dire putain c'est cool parce que il est son propre patron, il fait du contenu qui est ludique, et en plus de ça, il nous permet de pouvoir nous aussi aspirer à être ce qu'on veut être. Donc je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui la question se pose, et je trouve que c'est pas vital, mais que c'est intéressant quand tu arrives à avoir plusieurs cordes à ton arc, en fait. Yes.
Bah, je reprends un peu ces mots. Moi aussi, ça a été beaucoup par passion et par nécessité. Quand je dis par passion et par nécessité, c'est dans le sens où quand, en 2011-2010, je lance mon premier média, avant de le lancer, j'en parle à tous mes potes de mon quartier. Je leur dis, venez, on fait un média. Moi, j'ai vécu plein de trucs aux États-Unis. Bon, personne ne me croyait dans mes potes. J'ai vécu plein de trucs. Comme ça, on partage, on fait monter tout le monde. On partage les bons tuyaux. On leur explique ce qui se passe, comment faire, etc. Et mes potes, ils me prenaient pour un fou. Et du coup, je me dis, bah, vous allez voir, je vais lancer un média. Donc, premier mur, comment on lance un média? Donc là, moi, je ne sais pas comment on lance un média. Donc il faut que j'analyse un peu ce qui se fait. Je fais une espèce de petite étude de marché. Je regarde World Star Hip Hop, Hot New Hip Hop. Enfin, j'essaie de comprendre. Et là, je comprends que il faut un webmaster, un développeur, etc. Et je me dis, j'ai pas l'argent. À cette époque-là, je suis broke. J'ai pas d'argent pour payer un développeur. Donc, je vais sur le site du zéro. À l'époque, ça s'appelait le site du zéro. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et j'apprends le HTML, CSS, PHP. Et je fais mon site tout seul au début avec un gars à moi. Et on commence comme ça. Et en fait, tout s'est fait comme ça. On a le site, on se dit, on met des vidéos au début, on se dit, putain, mais il n'y a personne qui regarde. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et là, on regarde un peu les autres médias et on voit, ah ben eux, ils font des interviews, ils ont des personnalités qui représentent le média, et on cherche comment faire. Et là, je me dis, bah vas-y, bah, je vais être la propre personnalité de mon média. Mais c'était même pas une volonté de base, c'était pas un truc que je voulais faire, ça s'est fait par nécessité. Et quand je le fais, j'envoie des emails un peu à tout le monde, je mens un peu dans mes emails, hein. Je dis que mon site fait 2 millions de visites, des grosses disquettes, et j'arrive à avoir Kid en première interview. Et de là, ça fait un effet boule de neige et on m'invite un peu partout. Et en fait, à chaque fois, à chaque étape, j'ai dû apprendre des choses et être autodidacte, comme il dit. C'est-à-dire qu'après, il y a Génération qui m'appelle, qui me propose un premier contrat, et là, je regarde, je me retrouve face à un contrat. Et moi, je lis le contrat, je fais genre devant Laurent de Génération, je dis ouais, ok. Je regarde le contrat, je comprends rien à ce qui est écrit, donc je dois demander à des gens, essayer de comprendre. Et quand je lis le contrat, je vois qu'en fait, si je signe ce contrat-là, bah, je peux plus faire mon activité à côté. Et de là, je dois apprendre à dire non au début. Et je dis non une première fois à Génération, sachant que j'ai pas d'oseille à ce moment-là. Et je continue à faire mon site, il me rappelle l'année d'après. Donc là, ça me fait avoir un pied dans le juridique. Ensuite, mon site, il se développe pas trop, je dois apprendre les réseaux sociaux. Donc comment se développer sur les réseaux sociaux, donc je deviens mon propre community manager. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'anecdote du site de vêtements, qui est un site de couvre-chef, moi j'ai des locks et j'ai une tête... voilà. Et quand tu as des locks, les casquettes, les bonnets, ça rentre pas dans ta tête. Donc aux États-Unis, j'étais aux États-Unis il y a 2 ans et je trouve un durag qui rentre dans ma tête et je me dis, quand même... Ici, il y a des durags, des locks, des casquettes qui sont adaptés à tout le monde. Et je me dis, putain, mais pourquoi pas le faire déjà pour moi? Et peut-être pour les autres, ça répondrait peut-être à un besoin. Et de là, je lance mon site et ainsi de suite. Donc c'est vraiment par passion et par nécessité. Maintenant, comme il l'a dit, il y en a qui vont être autodidactes, il y en a qui vont être qui vont avoir d'autres mindsets. Tout repose sur ce que toi tu veux faire et ton pourquoi, ce qui te représente. Tu vois, donc voilà. Sams, moi, tu as vu, personnellement, je t'ai découvert en 2012 avec... avant, tu étais beaucoup avec Youssoupha. Avec Geste Lude, partie 1, c'était. Et j'ai remarqué que ma génération, elle ne connaît pas forcément Sams, le rappeur, mais plus l'acteur. Beaucoup dans la vie scolaire et dans Valider. Est-ce que toi, justement, ça te dérange? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pars d'un principe où, comme je te disais, moi, j'ai toujours aimé faire plein de trucs. Et... ça peut pas me déranger dans la mesure où tu as vu ce que je fais actuellement. On va dire que là, il y a beaucoup plus de cinéma que de rap. Ou à un moment, il y avait plus de rap que de cinéma. Donc ça me dérangeait pas quand il y avait beaucoup plus de rap que de cinéma. Et c'est vrai que les gens qui me découvrent via la vie scolaire et justement via Valider, moi, comme je dis, d'un point de vue personnel, c'est intéressant parce que je me dis, mais tu vois, j'arrive à même moi faire ma propre analyse et me dire, ok, d'accord, eux, ils m'ont connu là, mais maintenant, musicalement, tu vois, qui me connaît par rapport à autre chose. Donc en fait, moi, ça m'aide même à, on va dire, du côté musical, à plus cibler même ma musique par rapport à qui m'écoute aussi, tu vois, et qui m'ont découvert. Et pour moi, c'est ce que je trouve d'intéressant, mais ça pourrait jamais me déranger parce que tout ce dont les gens me connaissent, c'est une partie de moi, tu vois. Donc au contraire, c'est même intéressant, tu vois. On va désormais passer au petit jeu des mardis.
La règle est simple, une Les question. petits jeux des mardis. Il a dit, les grands petits jeux des mardis. Une question, 3 réponses. Une question, 3 choix. Vous avez le droit à une réponse. C'est parti. C'est parti. Let's go. Chris Macari, pour quel featuring rêveriez-vous de faire un clip? Donc, premier choix, Booba et Caris, Kalash 2, Le Retour. Deuxième choix, Michou et Inoxtag. Tous les rappeurs ont le droit de faire des clips. Et dernier choix, Amélie Oudéa Castera et Aya Nakamura, Jaja, Jaja. Un titre plein de rythme et de vitalité. Force, frérot. Ah ouais. Là, franchement, ça va être un joker, hein, je crois. Parce que Non, mais non. il y en a aucun qui est plausible, qui va être fait là. Arrête tes salades, on t'a dit dans une hypothèse. Rentre dans la sauce. Rentre dans la Il nous faut sauce, une on t'a réponse. dit. Franchement, je sais, vous voulez me mettre dans la sauce. Oui, oui. C'est exactement ça. Ben, vous savez quoi? Comme je suis un gars éclectique, je suis ouvert, je vais faire Michou et son acolyte. Ah, parce qu'il peut pas venir te taper. Ouais. Parce que le Aya Nakamura et là-haut, là, non, ça passe pas. Et Boubacarri, ça a fini en... Ouais, Ça finira en aéroport par 2. Ça a fini en Vincent. D'accord. On passe à Balou. Yes. Avec qui aimerais-tu faire une photo? Il avait photo avec tout le monde, lui. Oh ouais, lui, il va faire tout le monde. Avec Note Lucci, jeune étoile montante du rap sergissois. On va la faire. Eh, mais c'est des fumiers, hein, au passage. Parce que moi, quand je t'ai vu, je dis, ah ouais, il présente bien. Là, t'es en garde à vue, là. J'avoue, la photo, elle est pas... Ah ouais. C'est quoi le concept de cette photo? Tu l'as pris dans quel contexte, frérot? Ça, c'est un photomaton, non? Ah, ok. Ah, c'est vraiment, là, l'école, c'était dur. Là. Alors, deuxième option, avec Chris Brown, un des rares de ne pas avoir de photo avec vous. Et non, il y en a une. C'était sûr, ça. Bah ouais. Et le troisième choix, Rachida Dati. Après le DVM Show et Planet Rap, il ne lui manque plus qu'une photo avec Balou. On va éviter Rachida. Hein. Chris Brown, c'est déjà fait. Il y a même une anecdote que j'ai déjà dit sur cette photo. Mais je vais faire la photo avec le frérot. Même si on dirait que c'est... tu vois, les mugshots de prison, là. Ouais, non, mais de ouf. Ouais. On dirait qu'il est écrit en fait divers, oui, après avoir tiré sur 58 personnes. On dirait que tu tiens ton à la numéro sortie de d'écrou, là, l'ESSEC. Pour conduite en état d'ivresse. Ouais. Refus d'obtempérer. Parce qu'à la cantine, il lui avait pas laissé passer. Donc, du coup, tu sens que... Alors, Rachida, elle a un style, hein. T'aurais pu. Ouais, mais c'est cool. C'est Ça grosse va aller. lunette, là. Alors, Sam, sa dernière question est pour vous et pour toi. Quel personnage aurais-tu aimé incarner? Donc, premier choix, Gatsby le Magnifique, pour suivre les traces de Fianso. Pas mal. Deuxième choix, Masta dans la saison 3 de Validé. Et dernier choix, Carlton dans Le Prince de Bel-Air. Désolé, Mais pourquoi lui, c'est facile? on n'a pas mis Will Smith. Ah ouais, c'est pas facile. C'est facile, lui. Attendez, moi je vais répondre. En vrai, pas Gatsby magnifique parce que Fianso l'a fait, donc je vais pas marcher sur ses pas, sachant que c'est eux qui marchent sur les miennes. Deuxième, validé 3, non, ça va. Faut autre chose. Et moi j'aimerais bien Carlton parce que moi j'étais fan de sa danse. Hein. Bah ouais, de ouf. Tu sais la faire, là? Non. non, tout de suite, ligament croisé, moi. Je m'en souviens. J'ai une excuse, moi. Mais non. Tant que tu nous fais le freestyle à la fin, c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'il y a un freestyle qui doit être fait à la fin, c'est vrai? Bah, s'il veut pas faire le freestyle, il fait la danse de Carlton. Monsieur qui a refusé de savoir s'il pourrait refaire un clip de Caris et de Booba, il a voulu... Non, mais j'aurais fait Carlton. Franchement, j'aurais fait Carlton. Mais c'est un rôle de ouf, c'est bien, Carlton. Bah oui. Ouais, parce que tu sais que c'est hyper dur de jouer le rôle d'un mec qui soit marrant, un peu bête et qui soit crédible. Ouais. C'est très dur. Hein. Merci pour vos réponses. On va désormais passer à la troisième partie.
Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer le lien entre le cinéma et le rap, une connexion qui a été sous-estimée et même stigmatisée. Pendant longtemps, cette musique a lutté pour trouver sa place dans la société, mais ses premières incursions significatives se sont faites à travers le cinéma, notamment en 1995 avec la bande originale de La Haine, suivie plus tard de d'autres films comme Ma cité à craquer, Comme un aimant et Taxi. Après cette période, les vidéoclips sont devenus de plus en plus accessibles en images les messages des artistes. Certains ont même choisi de les transformer en véritables courts-métrages, comme le groupe PNL pour leur album Dans la légende. Après avoir dominé les micros, de nombreux rappeurs ont ensuite franchi le pas vers le grand écran, soit par passion, soit pour témoigner de l'histoire et de la richesse de cette culture. On peut l'illustrer notamment avec la reconnaissance accordée au collectif du rap français La Mafia Cafri lors du festival de Cannes Série, où ils ont pu remporter le prix de la meilleure série documentaire pour le portrait du défunt DJ Medji. Il est de plus en plus évident que le rap ouvre les portes de l'industrie audiovisuelle grâce à de nombreux acteurs de ce mouvement, et nous espérons que cette tendance perdurera et s'étendra encore davantage dans les années à venir. Chris Macari, on sait que le métier de réalisation est fait de choix de lumière et d'ombre. Comment orientez-vous votre caméra? En plein sur mes acteurs. Non, en vrai, j'essaie de magnifier un peu ce que les artistes ou les acteurs peuvent, ou même les intervenants dans les documentaires peuvent transmettre comme message ou émotion. Et après, voilà, en fait. Et c'est vrai que depuis quelques années, on arrive à passer facilement... il y a des artistes qui arrivent facilement à passer devant la caméra. Et c'est bien, en fait. Même si c'est pas toujours évident. Mais moi, j'essaie de m'inspirer de ce que je vois aux États-Unis, beaucoup. Et voilà, en fait. Et je suis très content de ce qui se fait, et notamment un film comme ça, là, Straight Outta Compton, qui est pour moi un des meilleurs biopics qui a jamais été fait. Surtout, enfin, je parle dans le milieu musical, surtout qu'en plus, ils ont bien choisi les acteurs, qui ont bien incarné les personnages qui ont vécu, et voilà. Et j'espère qu'on aura des films comme ça chez nous, même si ça commence à arriver, mais j'espère que chez nous, on aura des films, des biopics un peu comme celui-là, et voilà. De même, Balou, aborder un sujet plutôt qu'un autre, évoquer un artiste et pas l'autre, relève d'un choix éditorial. Comment priorises-tu les sujets à mettre en avant? En fait, ça va dépendre d'où je fais l'interview, sur quelle plateforme, sur quel média. Par exemple, la Génération, c'est une radio, Génération. Donc du coup, quand tu écoutes la radio, tu as 6 secondes pour passer d'une station à une autre. Donc tu dois être très captivant. C'est pour ça que je privilégiais l'humour en fait à la radio. Parce que quand tu es dans ta voiture, tu n'as pas forcément envie d'entendre des choses trop sérieuses, etc. Et c'était aussi la ligne éditoriale à ce moment-là de Génération quand j'y étais. C'était de privilégier un peu ce côté-là. Et puis mon show s'appelait le Turn Up Show. Donc c'était l'humour, l'énergie, et c'était ça le but. Mais ça va dépendre vraiment de sur quelle émission je me trouve. Quand c'est sur une autre émission type By the Sneakers, l'idée c'est de découvrir les artistes sous un autre œil à travers lier la sneakers et leur projet personnel. Et quand ça va être mes podcasts personnels, j'ai un projet qui arrive d'ailleurs avec le frérot Chris d'Iconic, ça va être d'un œil un peu plus sérieux, un peu plus artistique, poussé, culture, vraiment orienté culture. Donc c'est vraiment, en fait mes questions elles vont vraiment dépendre du projet sur lequel je suis, quoi. Mais moi, j'ai remarqué aussi tu dis aussi que tu t'adaptes aux plateformes, et que dans la radio, tu ne dois pas forcément faire pareil que sur les réseaux sociaux. Mais nous, on a un point commun, c'est que moi aussi, je suis à la Génération actuellement, et tout ce qu'on fait, c'est souvent retransmis sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que tout, que ce soit la télé, la radio, les podcasts, tu les retrouves sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas plus difficile justement de s'adapter à tout ça, mais de aussi fonctionner par rapport aux réseaux sociaux? Quand j'ai commencé à la radio, c'était compliqué parce que c'était nouveau de mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant moi, il y avait Pascal Sefranc, etc. Mais il ne mettait pas sur YouTube. Tu vois, YouTube, c'était tout récent, etc. Donc on va dire que moi, j'arrive derrière Pascal Sefranc, j'ai une pression de fou. Pascal Sefranc, ce qu'il a fait à Génération, c'était incroyable, tu vois. Et on me dit,
tu passes après Pascal Sefranc aux mêmes horaires, en face de toi, il y a Planète Rap, il y a truc, et en plus, on va te mettre sur les réseaux. Donc, moi, j'arrive avec une pression quand même, tu vois. Et de là, je dois réfléchir, OK, comment sur les réseaux, j'arrive à catcher une audience et à être catchy, en fait. Et c'est là où je commence à réfléchir, bon, il va falloir capitaliser sur le personal branding, mettre une espèce de ligne éditoriale autour de moi, un univers, tu vois, un univers. Et ça passe par le personnage que je suis, l'intro, yo yo yo, c'est Balou. Ça passe par le fait que je sois différent. À l'époque, les gens n'avaient pas des longs locks, etc. Il y en avait très peu. Tu vois, il y avait Kalash, moi, Admiral, mais il n'y avait pas. Tu vois, c'était cette époque-là. Donc, il fallait que je me différencie. Et créer ton identité, quoi. Ouais, voilà, créer mon identité. Et c'était pas facile. Et c'est à chaque fois réfléchir à ça, en fait. Par exemple, comme tu l'as dit, les réseaux aujourd'hui, c'est TikTok. C'est des formats plus courts, les shorts sur YouTube, TikTok, les réels. Donc tu dois réfléchir à être catchy sur les premières secondes. C'est-à-dire une vidéo, par exemple, où tu vas parler de Drake, Kendrick Lamar. Pour être catchy les premières secondes, tu dois dire un truc qui fait que les gens ne vont pas scroller. Drake a éteint Kendrick Lamar. Et après, tu dis la vérité, tu vois. Mais tu dois réfléchir tout le temps, en fait. Et c'est pas facile, il faut se réadapter. Il n'a pas éteint, c'est le mec qui est dans la polémique. Oui, voilà. Et tu dois te réadapter et t'adapter. Tu dois garder ton identité, comprendre les algorithmes, essayer de gérer, et c'est pas facile. En effet, comme Walid l'a dit, les trends, elles influencent les chorégraphies des clips vidéo. On passe du dab au sturdy dance. Cette adaptation au nouveau format touche aussi le traitement médiatique qui en est fait. Story Snapchat, Réel Insta, TikTok, tiré de podcasts et d'interviews. Vivre et mourir avec le buzz. Sams, est-ce quelque chose que vous prenez en compte lors de vos tournages et enregistrements? Non, parce que moi, je ne suis pas de cette école-là. Tu vois, je ne suis pas de cette école-là parce qu'aujourd'hui, en fait, après, c'est un constat, hein, je ne blâme pas parce que il y a énormément de gens qui ont réussi à créer des carrières grâce à des buzz. Mais après, comme on dit aussi, il y a beaucoup de cadavres et beaucoup d'étoiles filantes. Tu vois, il y a une période, j'avais vu un truc qui m'avait fait de la peine. C'était, tu sais, la meuf là qui avait fait je suis pas venue pour souffrir, ok. Elle a fait un buzz de fou. Elle était rentrée dans une agence d'influence. Et malheureusement, vas-y, elle a coulé, mais parce qu'en fait, son talent reposait sur une phrase qu'elle a sortie spontanément. Donc c'est pour ça que des fois, c'est à double tranchant. Après, je dis que c'est quand même nécessaire parce que justement, il y a beaucoup de gens qui avaient des talents dont on ne connaissait pas et qui sont partis d'un buzz qui fait d'un buzz, d'un truc ou d'une trend, et où tu te rends compte que les mecs ont beaucoup de talent. Tu vois ? Tu sais, même c'est comme là, Jungly, qui, avec le morceau Petit Génie, même il y a le mec là, qui a Losa aussi, mais ça on leur a découvert des vrais talents alors que le mec faisait des trends sur TikTok, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, c'est à ne pas négliger, mais pour moi, ce n'est pas une base de travail, c'est-à-dire le buzz. Parce que tu peux réussir avec un buzz, mais qu'est-ce que tu fais après? Alors que si tu as quelque chose déjà de préparé avant, le buzz peut te servir, c'est un accessoire pour moi comme de communication, qui va faire que tu pourras après faire valoir en fait ta chose sur laquelle tu as préconçu ton délire. J'ai l'impression que ce que je viens de dire, ça voulait rien dire. Mais tes capacités de base, quoi. Ouais, je le rejoins de fou. C'est-à-dire que, en fait, et c'est le problème de beaucoup de créateurs que je rencontre, etc., c'est que pour durer dans le temps, il y a quand même une base de talent et de pourquoi. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui vont se dire bon, on va faire le buzz, comme il a dit, pour faire parler d'eux, pour qu'on ait les yeux sur eux, etc. Et ça dure pas parce que justement, si t'as pas un pourquoi, si t'as pas quelque chose qui va permettre si t'apportes pas quelque chose dans la vie des gens ou chez les gens qui leur permettent tu fais ressortir une émotion chez eux, tu vas pas durer. Je pense que c'est important d'avoir ce pourquoi, d'avoir ton identité justement personnelle, qui es-tu, pourquoi tu le fais, ce que tu veux toucher. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but c'est de montrer que cette culture hip-hop dans laquelle on vit a un impact positif sur les gens. Donc j'ai ce pourquoi-là depuis que j'ai commencé 2011 et ça fait que d'évoluer entre guillemets. Après derrière, le côté des réseaux sociaux, etc., je l'utilise
pour partager justement ce pourquoi-là. Mais si t'as pas de pourquoi, tu vas sur les réseaux et tu fais tout et n'importe quoi, en un an, on t'oublie, quoi. Donc c'est important, je pense, comme il l'a dit, d'avoir son identité, de savoir pourquoi tu fais les choses. Ces dernières années, on observe également de plus en plus de clips vidéo dont la réalisation est de plus en plus recherchée. On dépasse alors les simples trends et tendances. Pour ne citer que quelques clips, on pourrait penser à Commando de Shai, qui a gagné la flamme du meilleur clip de l'année 2023, ou les clips de PNL, qu'a évoqué Walid précédemment. Qu'est-ce que cette tendance laisse présager pour la représentation des cultures urbaines, Chris Macari? Que ça va aller en évoluant et que c'est bien parti. Le seul truc, maintenant, faut se renouveler assez souvent, comme ils l'ont fait sur le clip de Commando. C'est cool, ils se sont inspirés de Sin City, tu vois, et ils l'ont fait à leur sauce. C'est cool. En fait, c'est piocher un peu partout de ce qui se fait autour de nous, dans notre culture et même ailleurs, en fait. Et moi, je vois que le positif, en fait, tu vois, utiliser les intelligences artificielles qui sont des outils pour nous aider et continuer à créer, en fait. Donc, voilà. C'est du clipper, hein, non, je rigole. Mais, non, mais en fait, de toute façon, aujourd'hui, c'est le rap, enfin la musique passe beaucoup par l'image. Passe énormément même par l'image. Donc, du coup, forcément, ça pousse les réalisateurs et les clippers à affiner et à rendre encore plus technique, en fait, le rendu visuel, quitte à même se rapprocher de la cinématographie. C'est ce qui fait que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de rappeurs qui aspirent à être acteurs que de réalisateurs de clips qui aspirent à être réalisateurs de films, en fait. Donc c'est une évolution logique parce que justement, quand tu cherches vraiment, on va dire, la quintessence de ton art, surtout quand tu es réalisateur de clips, je pense que tu te fies au grand grade qui est le 7e art, qui est le cinéma. Donc ça va aller de mieux en mieux. Et déjà, on est déjà à un niveau déjà très extraordinaire, en fait, je trouve, en termes de clips. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais je pense que si je dois donner un exemple de ce qui représente ce que Sam vient de dire, ou même Chris, je pense à moi, un artiste qui me matrixe beaucoup avec ses visuels, c'est Travis Scott. Je trouve que Travis Scott, tu peux pas écouter sa musique sans regarder le clip. Il arrive à te mettre dans un mood, que ça soit Utopia ou Astroworld, où c'est vraiment un univers, et je pense que c'est là qu'on ressent vraiment l'importance de l'image, des réalisateurs. Même aujourd'hui, un truc tout bête, sur Insta, les photos, ça peut définir aussi un univers. Et maintenant, l'image carrément, et l'image de l'artiste. Je vais donner un exemple. Un mec comme Kanye West aujourd'hui, je valide pas tous ses coups de folie, etc., mais ce qu'il a réussi à lier avec l'image, le côté aussi avec la mode qui est lié à l'image, etc., tu te rends compte que ça a une grosse importance aujourd'hui, l'image. Ça représente beaucoup plus qu'avant. Donc je rejoins ce que les frérots ont dit. Merci beaucoup. On va désormais passer aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse passer vous donner un micro. Alors, qui lève la main? Juste ici. Bonsoir. Et déjà, merci d'être venu ce soir. Ma question est la suivante. Quelle est votre pire et votre meilleure expérience dans le domaine musical, dans le rap? Qui est pour vous trois. Wow. Ma meilleure expérience, j'ai mis la casquette par rapport aux lumières parce que je te voyais pas. Ma meilleure expérience, c'est tous les clips que j'ai fait où ça s'est super bien passé. Donc on va dire 99,9% des clips que j'ai fait. Franchement, j'ai eu des expériences de ouf. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. Franchement, j'ai vu des paysages de fou. J'ai rencontré des gens magnifiques, merveilleux. Et c'est même pas beauté physique, hein, c'est beauté intellectuelle, échanger avec des cultures différentes de la mienne et tout. Et la pire expérience, c'est tout le monde, enfin la majorité des gens sont au courant, c'est quand je me suis fait agresser
en 2019 sur Glaive. Voilà, c'est tout. Ça tirait piou, 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 piou. Exactement. Moi, bon, je vais essayer de moins de t'en dire un. C'est genre le mec qui a plein de trucs, quoi. Tu sais, moi, des souvenirs incroyables, j'en ai plein. Non, mais il y en a un. En fait, moi, c'est mon premier concert sur Paris. C'était l'avant-première de DMX à l'Élysée-Montmartre. Je me rappelle parce que en fait, j'étais arrivé, je ne connaissais pas du tout. J'arrive à une salle à l'Élysée-Montmartre. En plus, c'était gang de fous. Les mecs, ils attendent DMX. Et donc, je viens sur scène, je suis là et je commence à rapper mon intro. Et les gens te regardent comme ça. Je dis, waouh. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je me rappelle, après, tu as vu, je termine mon morceau, le son, il coupe, et je termine a cappella, et je sors une punchline, et là, pouah, tout le monde crie. Je me dis, ouais. Et après, je fais ça, après, tout se passe bien. Et c'était ouf, parce que c'était vraiment le moment où, vraiment, tu as vu, j'étais face, entre guillemets, à un public, en plus averti, en plus, un public qui est venu voir un Américain, donc tu arrives en français. Et c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu musicalement. Après... des pires, si j'en ai eu plein. Wow. Pire musical. Tu parles dans quel sens? C'est le mec qui cherche le brodé parce que Non, t'as bien compris, frérot. Ouais. Non, pire expérience musicale. Ah, si j'en ai une, mais elle est marrante. C'est une. Mais c'était à l'époque avec Youssoufa et tout. Je sais plus, on était arrivé dans c'était dans une école, mais c'était une école ou un club de lecture, un truc chelou, mais vraiment chelou, très chelou. Et en fait, on arrive et on voit, et il y avait des vieux. Et en fait, donc on parle, et bon truc, et à la fin, ils nous disent, mais faites un freestyle. Et nous, on fait un freestyle. C'était à l'ESSEC, non? Non, c'est pas à l'ESSEC. Je te jure, on fait un freestyle. Mais genre, eux, pour faire le beat, ils faisaient ça. Ils tapaient dans les mains. Mais genre, qu'en plus, c'était des vieux qui tapent dans les mains. En plus, sur du rap. Donc, c'était n'importe comment. Waouh, un moment sale. En plus, t'as vu, moi, j'étais là, je rappe, je sortais des mots hyper crus. Waouh, là, j'ai un moment malaisant incroyable. C'était vraiment fou. Jusqu'à même à la fin, un moment, t'as vu le truc qui était, je disais des mots hardcore et tout. Et lui qui dit waouh, c'est énergique hein, ce que vous dites. Je dis waouh. Voilà, c'était un souvenir assez chelou, quoi. Mon meilleur souvenir, je vais en citer deux parce qu'ils sont faits d'affilée. C'était la première fois que j'ai été en Afrique, au Cameroun. C'était en 2021, je crois. Ouais, 2021. C'était juste après la période Covid et en fait j'ai été pour justement faire une conférence un peu dans le même style et aller rencontrer des talents de là-bas, etc. Et en tant qu'afro-descendant, c'était une claque pour moi, tu vois. Moi je viens de Martinique et de Guadeloupe, j'ai grandi à Montfermeil, mais je suis d'origine Guadeloupe-Martinique. Donc c'était impressionnant de voir la ressemblance et quand on connaît l'histoire, ça m'a fait chaud au cœur et ça a duré 10 jours. Et quand j'étais là-bas, même voir les similitudes entre les Antilles, l'Afrique, j'entendais du cassave des fois dans les rues, j'étais choqué. Enfin, des trucs que j'imaginais pas. Et c'est un voyage qui a changé un peu ma vie. Et juste après, je suis parti en Guadeloupe pour animer un événement qui s'appelle la Holiday Inn. C'est un gros festival devant 15 000 personnes. Et en fait, l'accueil du public, ça m'a choqué parce que bon, je sais pas si vous connaissez, mais le public entier, il est dur. S'ils t'aiment pas, ils te le font savoir, quoi. Ils rigolent pas, etc. Et quand je suis arrivé et que ils ont tous donné de l'amour, alors que je suis antillais, mais j'ai pas grandi là-bas, tu vois, ça aurait pu être il est pas légitime, etc. J'ai été vraiment touché, donc c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Après, mon pire souvenir, il est très très sombre, donc je sais pas, mais pas sombre positif. Ça va casser un peu l'ambiance, mais non, je sais pas si je dis ça. Non, je dis pas ça. Pire souvenir, qu'est-ce que je peux raconter? T'as une idée, toi, Logan?
Ah ouais, non, là, ouais, ok, j'ai capté. Ouais, Miami, 2014, j'ai été à 2013, 2014, je suis parti j'ai fait un voyage à Los Angeles et Miami. C'était à l'époque avec mon frère, etc. Il faisait de la musique, on s'est dit, vas-y, on va aller en studio là-bas. On était broke, mais quand je dis broke, c'est, tu vois, je commençais à Génération, les gens, ils me serraient la main, ah, t'es à Génération, ouais, l'argent que je faisais, c'était pas ça, quoi, tu vois, mais tout le monde croyait que j'étais bien à cette époque-là. Et je suis arrivé, j'ai fait Los Angeles. Et en fait, l'avion entre Los Angeles et Miami, c'est des petits avions. Du coup, c'est des avions qui prennent pas les grosses valises. Et quand tu vas à Los Angeles, tu prends une grosse valise. Donc on arrive, ils disent c'est des avions où c'est 15 kilos. Et moi, j'avais 22 kilos. Donc c'est 100 € par kilo quand tu dépasses. Donc là, déjà, je commence à être mal. J'arrive à Miami, je vais chez une meuf qui me dit à l'époque, t'inquiète, j'ai une grande maison, on va faire ci, ça, ça. Au final, on était 5 dans un studio, on dormait par terre. Mon gars, il m'a dit, t'inquiète, j'ai loué une voiture, elle coûte 400 €. À la fin, on voit qu'en fait, c'était 4000 €. Non, c'était chaud. Je suis rentré, j'étais à sec. Je suis allé voir le boss de Génération, je dis, je peux staffer plus, même si tu veux. Non, c'était compliqué à cette époque-là. Ah, c'était chaud. Prochaine question. Ouais. Bonsoir. Moi, ma question, c'est pour vous, Chris Macari. Sam, ça a évoqué le fait que c'est important l'image qu'on transmet, surtout à la jeunesse, aux jeunes. Tous les jeunes qui écoutent du rap, c'est hyper important. Donc, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça, quand vous voulez clipper ou non une musique. Parce que, par exemple, il y a des clips comme Bakel City Gang de Booba ou quoi qui transmettent des messages pas à la jeunesse. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez transmettre quand il s'agit de mettre en avant de la drogue, des armes ou quoi? Genre, comment vous vous positionnez par rapport à cette image? Alors, déjà pour Bakel City Gang, je peux juste, on va se tutoyer. Je peux juste te dire que, en fait, c'était comme si je faisais un documentaire, en fait, tu vois. Booba, il a voulu parler d'un vécu que plein de personnes connaissent dans les quartiers ou ailleurs, tu vois. Et du coup, on s'est concertés tous ensemble et on a essayé de trouver des idées qui pouvaient coller à la vision qu'on avait du morceau, en fait, tu vois. Et du coup, ben, il s'avère que oui, on a montré des armes, on a montré de la drogue et des patates, mais ce sont des choses qui sont monnaie courante, en fait, tu vois. On va pas se mentir, en fait, tu vois. Et du coup, ben voilà. Après, mon approche, moi, sur certains clips, c'est vrai que, ben, tu vois, quand j'ai fait Bakel City Gang, après, j'ai vu plein de petits de Bakel City Gang qui ont été faits par d'autres réals et voilà. Après, comme je te dis, c'est un boulot, c'est un métier. Hein. Moi, je ne fais pas que ça. C'est comme, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais dans tes clips, des fois, tu mets des jeunes femmes dénudées et tout, mais en vrai, c'est mon taf. Et puis, si le mec, si l'artiste, il veut une jeune femme avec certains habits, s'il veut raconter un certain train de vie, ben, je vais le faire, en fait, tu vois. Moi, en fait, je suis juste là pour documenter visuellement ce que les artistes demandent, tu vois. Et après, et aussi, je n'ai pas fait que ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pour avoir fait des clips de rap, mais tu vois, par exemple, j'ai fait des clips pour un artiste qui fait l'actu en ce moment. J'ai fait plein de clips pour Kenji Girac, tu vois, notamment. J'ai fait des clips pour Léa Castel. Kenji Girac. Dernièrement, je rigole. Dernièrement, j'ai fait des clips pour Amel Bent, tu vois. Et c'est pas des clips violents, tu vois. Je montre pas que la violence, je montre l'amour, je montre, voilà, tu vois. Donc, franchement. Mon boulot à moi, c'est de retranscrire visuellement ce que les artistes ont dans leur tête, en fait, tu vois. Et donc, voilà, je le prends comme ça. Pour rebondir, je trouve qu'on est un peu trop sévère sur l'univers des clips rap. Je m'explique. C'est sûr que dans beaucoup de clips rap, tu vois des armes, de la violence, etc. Je me fais pas l'avocat du diable. Mais je pars d'un principe que tout ce qui est à caractère artistique, on devrait y mettre 2 poids, 2 mesures. Parce que quand tu regardes un film où des mecs se font tronçonner, des mecs se font tirer dessus, des mecs se font... tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y avait un film que... Je sais pas, vous l'avez vu, Irréversible. Irréversible, il y a une scène de viol dedans. Ouais. Ça fait pas l'apologie du viol. Pourtant, c'est une scène gratuite de viol dans le film. Même c'est ce qui me met mal à l'aise. C'est le climax du film. Mais vu que c'est du film, c'est du cinéma, c'est normal. Il faudrait prendre aussi les clips musicaux artistiques.
même si ça raconte une certaine réalité pour certains ou une certaine violence, tout ce qui est fait et qui est mis derrière une caméra, même une photo pour moi, dans la mesure où s'il y a une proposition artistique, je pense qu'on devrait détacher, comme certains aiment détacher l'œuvre de l'artiste, S.O. Polanski, pourquoi on ne détacherait pas justement la volonté, enfin la production artistique du contexte? Moi, je pense aussi. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut aller en avançant et qu'on peut aussi relativiser sur certains clichés sur lesquels on veut coller au rap et au milieu urbain, en fait. Je n'ai rien à rajouter. On va prendre une dernière question du public. Ouais, bonsoir, merci pour ce débat. Ça fait du bien de voir des gens auxquels on peut s'identifier au Mardi de l'ESSEC. Alors Sam, tu parlais un peu plus tôt de la stigmatisation des artistes urbains dans les cérémonies comme les Victoires de la musique ou les Energy Music Awards. Jeudi dernier, il y a eu l'édition 2024 des Flammes, donc hostée par Bouscapé et Yard. Voilà, énormément de spectateurs, un événement qui a été vraiment médiatisé sur les réseaux et même sur la télé. Je voulais savoir si vous pensiez que justement ce genre d'initiative pouvait aider un peu les artistes urbains à s'affirmer et à sortir un peu de cette stigmatisation. Merci. Totalement, parce que il faut comprendre une chose, c'est que Energy Music Awards ou même les Victoires de la musique ont toujours existé sans le rap. Donc forcément, tu sais, moi j'ai toujours une doctrine, je me dis, tu vois, par exemple, si on te refuse dans un établissement, soit tu rachètes les murs, ou soit tu construis un autre bâtiment. Aussi petit qu'il soit, au moins ça sera le tien. Et souvent, même moi, je m'exprimais sur les réseaux sociaux quand je voyais, quand il y avait les Victoires de la musique ou quoi, ah mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et je dis, mais en fait, ça me fait rire. Parce que pourquoi on se plaint, c'est, entre guillemets, c'est certaines personnes qui ont créé ces Victoires de la musique. Ils ont le droit de mettre qui ils veulent. Je n'irai pas les critiquer. Je préfère me dire, venez, on crée des choses pour ceux qui nous représentent, pour pouvoir faire valoir ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la cérémonie des Flammes, comme tu as pu le voir, ça fait susciter beaucoup d'angles des gens qui ont parlé, et souvent aussi des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui étaient en mode « ouais, mais ça c'est mal fait ». Mais il faut comprendre qu'il y a toujours un début à tout. Et pour une deuxième édition, d'être sur W9, d'être fait au Théâtre du Châtelet et ramener autant d'artistes, pour moi, je trouve que déjà, dès le début, ils ont mis la barre super haute, même s'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais au moins, ça va pousser les artistes à se dire, eh bien, au moins, on peut se sentir représenté, et même le public. Parce que quand tu vois Aya Nakamura qui vient et qui, là-bas, elle est représentée à sa juste valeur, et il y a des votes par des gens qui écoutent et qui comprennent le type de musique urbain, je pense que je pense que même qu'il faudrait même plus de cérémonies comme ça. Moi, je trouve que quand même, dans les cérémonies Energy Music Awards, Victoire de la musique, il y a aussi un problème de code avec le rap. On a souvent vu des images, par exemple, en 99, quand tu avais le 113 qui était venu, tout le monde était choqué. Et ça, c'est pas quelque chose de normal. Même quand Ayam, ils avaient fait Independenza, quand ils ont jeté les papiers, ils étaient venus cagouler. Et on voit que ces personnes-là, ils sont pas ces rappeurs, ils sont pas dans leur élément dans ce genre de cérémonie. Et c'est ce que tu vois dans les Flammes, justement, où là, c'est une grande fête. En fait, c'est un partage de culture, c'est un partage de musique. Et c'est pas ce que tu retrouves dans les autres cérémonies, moi, ce que je trouve. Mais c'est pour ça que je disais, des fois, on est un peu sadomaso. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, ouais, mais ils nous boycottent, ils veulent pas de nous. Mais si tu le dis, quand ils t'appellent, pourquoi tu vas en courant? Enfin, moi, je pars d'un principe, si dans un établissement, ils veulent pas de moi, ils veulent pas de moi. Mais le jour, ils vont me dire, viens. Je vais leur dire, mais je viens pas chez vous. Je vais venir chez vous, je vais pas être accepté ou je vais être mal accepté. Donc en fait, pour moi, ces cérémonies-là, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Ils donnent un prix, ok, salut, c'est cool, il n'y a pas de problème. Puis même, mettez les catégories que vous voulez. Comme je dis, ils peuvent dire urbaine, zoulou, ce que vous voulez, ça c'est leur problème. Et toi, ça, c'est des choses que tu prends au sérieux, justement? Energy Music Awards, Victoire de la musique. Tu m'as dit quoi? Je prends quoi? Est-ce que tu prends au sérieux? Pas du tout. Mais comment veux-tu que des gens qui ne connaissent pas les codes et la culture et la musique puissent me dire à moi, en tant qu'auditeur, je ne parle même pas en tant qu'artiste, que ça, c'est quelque chose qui est bien.
c'est pas possible. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Je change de sujet un peu, mais je vais aller encore plus loin. Mais j'ai l'impression même qu'aujourd'hui, une cérémonie, c'est plus pour le fait de rassembler tout le monde. Ça a plus de valeur. Genre, on va pas se dire, oh, je vais écouter lui, il a gagné ceci ou cela, tu vois. Je vois le truc parce qu'à chaque fois, je suis invité au BET Award. Ça a plus l'impact que ça avait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'il y a Spotify, il y a YouTube, il y a ceci, cela, tout le monde sait qui est celui qui est numéro 1, qui est numéro 2, alors qu'avant, c'était censé représenter justement ce trophée-là de t'es numéro 1, numéro 2. Donc en vrai, le faire, c'est vraiment pour avoir, comme tu as dit, cette grande réunion de famille, en fait, tu vois. Je pense pas que les gens vont se dire « Ah, lui, c'est le meilleur parce que j'ai vu... » Contrairement à Oui, avant. non, mais moi, je suis d'accord pour le rap, mais tu sais, de toute façon, je pars d'un principe simple dans la culture, globalement. Que ce soit, même que je vais loin, que ce soit les Césars, que ce soit les Oscars, que ce soit ce que tu veux. Moi, je pense qu'en tant qu'artiste, on ne peut pas se laisser dicter par une statue. Totalement. Il ne faut jamais laisser une statue dire que vous êtes meilleur ou pas habilité à faire quelque chose. Juste comme tu l'as dit, un mec comme Will Smith, il a eu son premier Oscar il y a 2 ans, quoi. Tu vois, alors qu'il est là depuis Le Prince de Bel-Air. Et qu'il en ait pas, ça restera toujours le même acteur avec le talent qu'il a. Et c'est vrai que si on se focalise sur le fait de ah oui mais le prix aurait dû être décerné à un tel ou décerné à un tel, moi je prends un principe, les gens font leur cérémonie, ils donnent les prix à qui ils veulent. C'est pas moi le prix qui compte, c'est juste de savoir, on va dire la culture. Quelle place elle prend on va dire dans le paysage national culturel en fait. Très bien, merci à tous pour cet bel échange. Il va pouvoir continuer en hall des patios pour le cocktail. Et le freestyle, il n'y a pas, non? Moi, je suis en retard. Merci à tous. Merci à vous. Merci.